vais aller à mon bureau. La feuille chez la ministre, hop, elle est là. C'est parti. Merci. Messieurs, dames, à vos places, s'il vous plaît, que nous puissions commencer. Merci à vous. Bon, j'espère que vous saurez apprécier la nouvelle configuration qui a pour but la protection des personnes et des élus. Je reconnais qu'on a perdu un petit peu en convivialité, mais je pense tout de même qu'il est important de vous préserver un maximum au vu des conditions sanitaires actuelles. Je vais commencer par faire l'appel, donc Maxime Marchand présent. Marie-Laure Walter. D'urgence, il a donné procuration à Marie-Laure Walter. Julie Samy. Stéphane Detré. Marie-Joseph Verdier a donné procuration à M. Labourère. Julie Desmoulins. André Bourg. Patrice Thomas. Jacques Sabatier. Francis Jambou. Serge Amban. Géraldine Campins devrait arriver. Dominique Pignatel. Didier Zika. Valérie Villemar, Elisabeth Marény, Marion Neff, Pierre-Valentin Verne, qui sera notre secrétaire de séance, Andy Campana, Étienne Herpin, Christine Beaulieu, Bruno Chex est absent, il a donné procuration à Madame Ragusa, et enfin Valérie Masson-Ragusa. Donc je constate que le quorum est atteint. Nous allons pouvoir commencer cette séance. Donc, je l'ai dit, le secrétaire de séance, c'est M. Verne. Nous allons commencer par l'approbation du compte-rendu et du procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 29 septembre. Est-ce que l'opposition avait des remarques sur ces comptes-rendus? Non, les autres? On va passer donc à l'approbation. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. On est bon? On est bon. On va maintenant, donc après le compte rendu, le procès verbal. Est-ce qu'il y avait des remarques sur le procès verbal? Pas spécialement. On reprend. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je souhaitais vous indiquer donc le retrait d'une délibération et l'ajout d'une autre délibération. Donc nous avons été prévenus le 27 novembre par l'INSEE que le recensement prévu l'année 2021 a été annulé pour cause de conditions sanitaires. Il est décalé à l'année 2022. En conséquence, la décision numéro 16 concernant la nomination de nos référents de recensement est annulée, puisqu'on n'a pas besoin de la prendre, on la prendra l'année prochaine. Une autre délibération a été ajoutée, cela concerne, donc c'est suite aux inondations, c'est la délibération numéro 20, et c'est pour autoriser le maire à déposer un dossier spécifique pour vérifier la conformité d'un établissement recevant du public. Donc c'est suite aux inondations pour vérifier que le gymnase est toujours en sécurité optimale pour accueillir donc les gens. C'est une certification qu'on a besoin d'obtenir rapidement. Pour pouvoir réouvrir, on l'espère, au 15 décembre pour les associations qui le souhaitent, à la rentrée pour les autres et au 20 janvier pour toutes celles qu'on pourra, en espérant que la situation épidémique continue de s'améliorer, comme c'est le cas actuellement en France en général et à Saucé-les-Pins en particulier. Nous allons donc passer au compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation générale. Est-ce que l'opposition avait des observations? Oui, Madame Campana. Oui, concernant la décision numéro 39. Alors, concernant l'ouverture de lignes de trésorerie à la CEPAC. Oui. Nous avons une question qui est la suivante. Alors, à la fin du mois de juin, la ligne de trésorerie prise à la CEPAC était de 1 million d'euros à rembourser fin 2020.
ça. La trésorerie nette à cette même date était de moins 258 000 euros, une fois soustraite la ligne de trésorerie de 1 million d'euros et l'avance de 155 000 euros sur la vente du terrain Jules Moulier. Où en est la trésorerie nette à ce jour? Quel est le montant repris ou qui sera repris de la ligne de trésorerie? Alors, je vais peut-être laisser M. Beaupré vous répondre. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que le nouveau montant de la ligne de trésorerie, c'est 750 000 euros, Stéphane. Bon, je vais laisser répondre. 700 000. 700 000. 700 000 pour cette année. On aurait sans doute pu passer à 600 000, mais par raison de prudence, dans un contexte qui est encore très incertain. On ne sait pas ce qui se passera encore dans les mois à venir. On a préféré prendre l'option, partir sur l'option de 700 000, avec l'idée de ne pas dépasser les 600 000, sachant que ce qui n'est pas consommé, entre guillemets, et on a des intérêts très bas sur cette ligne de crédit qui ne sera pas utilisée, de l'ordre de 0,10 points. Donc on a préféré prendre une option sage de 700 000, bien qu'on a l'espoir de ne pas dépasser les 600 000. Alors la trésorerie nette, à ce jour, j'ai pas le montant, je ne vais pas vous dire de bêtises, je n'ai pas le montant ce soir, mais je peux vous le communiquer sans problème. Concernant la trésorerie nette, on y reviendra un petit peu plus tard dans les questions diverses, mais il y a une régulation qui est en train de se faire au niveau des recettes de subventions qui ont été calculées de manière assez spéciale pour notre ancienne DGS et sur lesquelles on va faire une régulation qui va certainement nous faire perdre une partie de la trésorerie. Et je vous donnerai des explications plus détaillées à ce sujet tout à l'heure. Je propose de passer donc à la décision numéro 1 concernant l'administration générale. C'est la désignation des représentants de la commune au conseil d'administration du collège Pierre Matraja. Suite au renouvellement du conseil municipal et conformément à l'article 421-14 du Code de l'éducation, notamment son alinéa 6, les conseils d'administration des collèges et des lycées comprennent 2 représentants de la collectivité territoriale de rattachement, donc des gens chez nous. Monsieur le principal du collège Pierre Matraja a sollicité la commune afin de désigner les représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de l'établissement. Il convient de désigner les représentants de la commune appelés à siéger à ce conseil. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner au sein de notre assemblée Madame Cécile Bonneau en tant que titulaire et les 2 titulaires, Madame Cécile Bonneau et Madame Marion Neff, pour siéger au conseil d'administration du collège. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? Non. Donc, qui est contre? Abstention. Okay. Pour? Je vous remercie. Nous passons maintenant à la délibération numéro 2, qui consiste à la désignation des membres de la commission consultative pour les attributions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique. La mise en concurrence, manifestation d'intérêt spontané. Donc par délibération MER 0542-38/18/CM du 28 juin 2018, le Conseil de la Métropole a approuvé la composition des membres de la commission consultative pour les attributions d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique ainsi que son règlement intérieur. L'article 2 de cette délibération fixe la composition de cette commission et notamment le maire de la commune du port concerné ou son représentant. L'article 3 du règlement intérieur prévoit que les membres de la commission sont désignés par leurs organes délibérants respectifs, à savoir moi. Il convient donc de désigner le représentant de la commune appelé à siéger à cette commission. Et donc je propose au sein de notre assemblée, moi-même et M. Detré, pour siéger à la commission consultative d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime à caractère économique. Voilà, est-ce que l'opposition a des remarques sur cette délibération? Oui, Madame Campana. Cette délibération porte sur les AOT délivrés sur le domaine portuaire, Exactement. Puisque c'est le seul domaine de compétence de la métropole. Exactement. Et j'ai laissé tous mes dossiers en mairie, bien entendu, et j'ai plus en tête si le MOL du port est dans le DPM portuaire ou pas. Alors, le MOL du port, a priori, n'est pas dans le DPM portuaire, puisqu'il reste en fait il y a une convention de gestion entre la mairie et la métropole pour toute la partie du port, et notamment les quais.
Et du coup, en fait, ils ont sorti toute cette partie de la convention de gestion centrale et l'ont rattaché au service des ports. Donc pour l'instant, c'est géré en direct par les ports. Mais je peux en parler ce soir. La métropole a un projet de réflexion au niveau de la capitainerie et on va tâcher, nous, d'engager avec la métropole une réflexion pour compléter ce projet de la capitainerie par un projet au niveau du môle du port. Malheureusement, pour l'instant, en cette période Covid, il est très difficile d'avoir des retours de la métropole, de la préfecture et ce genre d'institutions. Mais on va tâcher de travailler en ce sens. Et voilà, je vous donne l'information aussi que la métropole est en train de réfléchir, de travailler à la réflexion de la capitainerie. On n'est quand même pas encore au stade de projet. Pour l'instant, c'est des architectes, des gens comme ça qui viennent. Et sur le môle du port, il a été décidé par la métropole de le détacher au niveau portuaire. Donc c'est le vice-président au portuaire qui vient de ça, donc Mme Danielle Millon, la maire de Cassis, au niveau métropolitain, avec qui nous allons discuter, avec qui nous espérons pouvoir mener à terme les aménagements qu'on a prévus. Mais bon voilà, en ce moment la métropole est dans une situation financière aussi qui est compliquée, il freine un peu certains projets, donc à nous de faire avancer ce qu'on estime prioritaire. Ça après ce sera présenté lors du plan pluriannuel d'investissement, où vous aurez la possibilité de voir les idées qu'on a décidé de placer en prioritaire et les autres en secondaire, afin de mener à bien le programme qu'on a conclu avec les sociétés. D'ici quelques mois, vous aurez des informations un petit peu plus larges là-dessus. Malheureusement, pour l'instant, on est un petit peu tributaire de toutes ces institutions qui fonctionnent vraiment au ralenti en ce moment. Et je peux vous dire que de nombreux adjoints sont dans la difficulté sur leurs délégations respectives parce qu'ils envoient des mails, on ne leur répond pas, ils téléphonent, on ne les rappelle pas. Voilà, c'est pas facile en ce moment de travailler avec ces grosses machines où tout le monde est passé en télétravail et les bureaux ont été un petit peu désertés. Mais on continue d'avancer là-dessus, et pour répondre précisément à votre question, le môle du port est dorénavant rattaché à la partie port et littoral et à la vice-présidence correspondante au niveau de la. D'accord, donc ça veut dire que la métropole avec la DDTM, enfin avec l'État, engageront une procédure de transfert de gestion, puisque la délimitation du domaine public maritime a été faite par l'État au moment du transfert des compétences. Sauf que toutes les parties qui sont occupées en convention, donc le manège et le snack chez Amandine, restent sur le domaine communal. Donc on n'a pas de souci par rapport à ça, puisque la limite se fait vraiment au niveau du. Je pense que vous la connaissez, ceux qui seraient intéressés, on pourrait leur fournir la carte pour qu'ils en prennent connaissance. Mais on n'a pas de souci au niveau des conventions de gestion, puisque les conventions de gestion qui sont passées avec les gens qui sont installés à ces endroits-là le sont avec la mairie, puisqu'on est sur un terrain mairie. Et derrière, nous, on a demandé à la métropole de ne pas avoir de nouvelles conventions sur leur partie du môle du port, pour ne pas mettre en concurrence les commerçants. Et vous savez comment on est attaché au respect des commerçants. D'accord. Merci. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Notez. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3, qui concerne l'autorisation d'ouverture dominicale des commerces pour les dimanches de décembre 2021. Donc, comme vous le savez peut-être, vous qui êtes des vieux briscards de ce conseil municipal, on vote tous les ans avec un an d'anticipation la possibilité d'ouvrir les commerces le dimanche sur le mois de décembre. C'est une compétence qui est métropolitaine et sur laquelle on délègue la possibilité de le faire, et ça doit impérativement à chaque fois se faire un an avant. Donc la bonne nouvelle pour nos commerçants cette année qui sont impactés, c'est qu'on a déjà voté en 2019 l'autorisation pour 2020, donc ils vont avoir la possibilité sur le mois de décembre d'ouvrir le dimanche à Saucé-les-Pins pour essayer de compenser leur perte de chiffre d'affaires. Et on le prépare déjà sur l'année 2021, puisqu'en ces périodes de fête, il est important pour nous de permettre aux commerçants d'être ouverts. Donc je vous lis la note explicative. L'article 31-32-26 du Code du travail, ici de la loi Macron, dispose que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable à ces demandes qui seront suivies d'arrêtés municipaux pour chaque demande personnalisée. Est-ce que l'opposition souhaitait s'exprimer sur ce sujet? Non. On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Cette fois, c'est la bonne. On est bien à la 4, la désignation du correspondant défense de la commune de Saucé-les-Pins.
Depuis 2001, il existe au sein des communes un correspondant de défense. Le correspondant de défense est un élu issu du conseil municipal qui est délégué du maire pour prendre en charge les questions relatives à la défense. Il est le représentant de la commune auprès des instances civiles et militaires du département et de la région. Il sensibilise ses concitoyens aux questions de défense. Le correspondant de défense est le lien local entre le monde de la défense et les citoyens. Sa mission s'articule autour de 3 axes. Le parcours citoyen en lien avec les établissements scolaires et le bureau du service national. L'information sur la défense en lien avec le délégué militaire départemental. La solidarité et la mémoire en lien avec l'Office national des anciens combattants victimes de guerre. Il est donc suite au renouvellement du conseil municipal, un nouveau correspondant de défense doit être nommé. Il est proposé aux membres du conseil municipal de désigner M. Serge Jambin. Est-ce que l'opposition souhaitait s'exprimer sur cette délibération? Non. Moi, je souhaiterais m'exprimer sur cette délibération et rappeler que M. Serge Jambin fait un travail formidable, notamment au niveau des associations du souvenir et des associations d'anciens combattants. Il organise d'une main de maître les cérémonies patriotiques à Saucé-les-Pins. On a hâte de pouvoir faire en sorte que ces cérémonies soient de nouveau publiques, qu'il y ait plus de monde et de mettre en place en partenariat avec tout un tas d'acteurs des choses sur ces cérémonies. Je tenais ce soir publiquement à le remercier pour son travail. Il est très présent, il travaille très bien. Et je pense que c'était important de le dire. Nous allons donc passer au vote qui est contre, abstention, pour. Je vous remercie. La décision sur la désignation des membres du conseil portuaire de Saucé-les-Pins. En application de l'article R5314 suivant du Code des transports, la métropole Aix-Marseille-Provence a institué les conseils portuaires dans l'ensemble des ports relevant de sa compétence. Le conseil portuaire est compétent pour émettre des avis sur les affaires du port qui intéressent les personnes physiques et morales concernées par son administration et notamment les usagers. Les conseils portuaires sont composés de représentants de la métropole, du conseil départemental, de la commune, du personnel métropolitain, d'usagers du port, de la chambre de commerce, de concessionnaires et du personnel des concessionnaires. Sur le territoire de Saucé-les-Pins, un conseil portuaire regroupant le port géré par la métropole a été institué. Suite au renouvellement du conseil municipal, il est nécessaire de désigner un membre titulaire et un membre suppléant pour siéger au sein de cette instance. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal, attention, il y a une modification, de désigner Mme Christelle Buria en tant que titulaire et moi-même en tant que suppléant. Je ne sais pas ce que vous avez dans les documents, si vous avez bien Mme Buria. Je vais vous redonner l'information. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non, on va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Pour? Merci. Je vais maintenant laisser la parole à M. Stéphane Depré concernant la présentation de la note de synthèse numéro 6. Si je n'ai pas perdu le fil. C'est bien ça? C'est bien ça. Monsieur Depré, nous vous écoutons. Donc, cette note porte sur le règlement intérieur de la commande publique. C'est un point qui est important pour nous, dans la mesure où nous avons constaté depuis que nous sommes à la tête de la commune que, a priori, rien n'avait été mis en place jusqu'à ce jour concernant cette réglementation intérieure de la commande publique, qui nous a du coup fait constater certains débordements dans le sens où on a constaté pas mal de factures qui margeaient juste en dessous des 40 000 euros, et vous avez compris le pourquoi de ce montant de 40 000 euros qui derrière, notamment, est un montant qui fait appel à la création d'un marché public, et une sorte de saucissonnage également auprès de certains fournisseurs avec des commandes qui, mises l'une au bout de l'autre, dépassaient allègrement les 40 000 euros, mais pour lesquelles, dans la mesure où ce règlement n'était pas en place, ne nous permettait pas de déclencher un marché public. Donc, le Code de la commande publique est réglementé depuis le 1er avril 2019 par l'ordonnance numéro 2018-1074 du 26 novembre 2018,
porte en partie législative du Code de la commande publique. Le décret numéro 2018-1075 du 3 décembre 2018 porte en partie réglementaire du Code de la commande publique. Et plus récemment par le décret numéro 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du Code de la commande publique relatives au seuil et aux avances. Ces textes encadrent l'achat public pour tous les marchés dès le premier euro dépensé et la nécessité de respecter l'ensemble des principes fondamentaux de la commande publique, à savoir liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation du denier public. La commune de Saucé-les-Pins s'est fixée dans le cadre du présent règlement intérieur des règles internes de passation de ces marchés publics et à contrat conclu entre la commune et les opérateurs publics ou privés ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées, à procédure adaptée aux fins de respecter les principes précités. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'approuver le règlement intérieur annexé à la présente délibération pour une application à compter du 1er janvier 2021. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce règlement intérieur de la commande publique? Je vois pas. Non. Non, pas de questions. D'accord, alors je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Décision numéro 7. Décision numéro 7, concernant l'autorisation d'ouverture crédit d'investissement 25%. S'agissant de dépenses d'investissement gérées sur le budget, l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales permet au maire, sur l'autorisation de l'organe délibérant, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, hors autorisation de programme et crédit de paiement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, et ce jusqu'à l'adoption du budget de 2021. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'utiliser ces dispositions qui permettront la poursuite des programmes d'investissement durant les premiers mois de l'année, notamment pour engager les travaux suite aux dégâts causés par les inondations dans les différents bâtiments communaux. Effectivement, il va y avoir des urgences en début d'année en matière d'investissement, et pour éviter que la situation soit gelée et qu'on ne puisse pas engager ces travaux, il était indispensable de passer au vote cette note de synthèse. Des questions peut-être par rapport à cette délibération? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Huitième point, décision modificative numéro 1. Alors, monsieur le maire rappelle que le budget communal est élaboré et exécuté annuellement, dans une année civile bien sûr, et qu'il y a 4 types de décisions budgétaires. Le budget primitif, les décisions modificatives, le budget supplémentaire et le compte administratif. S'agissant des décisions modificatives, ces dernières peuvent être votées tout le long de l'année pour actualiser le budget primitif, acte par nature prévisionnelle, et tenir compte des aléas économiques ou financiers. Le conseil municipal a voté le budget primitif 2020 le 23 juillet 2020, sur des bases prévisionnelles, donc par définition. À mesure de son exécution, il apparaît nécessaire de procéder à des ajustements, soit par le virement de crédit d'un compte à un autre, soit par l'inscription de crédits nouveaux. Vous avez donc pris connaissance du tableau que nous vous avons remis, où vous voyez qu'il y a 2 types d'opérations. Une opération d'ordre budgétaire pour les lignes 0,42 et les chapitres 0,40, et une opération d'ordre réel, donc qui implique des flux financiers. Donc ça concerne les chapitres 0,12 et 36. Donc sur le tableau dont vous avez pris connaissance, il est bien entendu évidemment que les opérations 36 et 0,12 viennent s'annuler et s'équilibrer, et pour ce qui est des amortissements, c'est donc
sur les chapitres 042 et 040 que les montants s'alignent pour au total équilibrer cette décision modificative. Est-ce qu'il y a des questions sur oui? Juste pour une meilleure compréhension de tout ça, est-ce que vous pouvez préciser le chapitre 012 sur quoi il porte et l'opération 36 de quoi il s'agit? Alors, sur les opérations 36, il s'agit de tout ce qui relève de l'équipement, et ce dépassement 36 sur l'opération 36 est lié essentiellement aux aléas, aux événements un peu climatiques, à la fois au Covid et aux derniers événements qui se sont produits liés à cette tempête qui a causé pas mal de dégâts, qui ont nécessité qu'on engage des investissements dans la préparation de bâtiments communaux et qui ont engendré un dépassement sur cette opération qui s'est retrouvé débitrice. Et nous l'avons équilibré avec le 012, qui est donc le compte de personnel, qui lui est fort heureusement créditeur. Donc on a pu équilibrer cette opération en prenant sur le 012 donc la partie salariale, et qu'on a équilibré. On a équilibré les opérations du 36 sur les dépassements liés aux engagements de travaux nécessaires au vu des aléas climatiques. Avez-vous d'autres questions? Alors, je vous propose de procéder au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci Stéphane, bravo pour ces nombreuses unanimités. Je vais maintenant laisser la parole à Elisabeth Marini pour la décision donc numéro 9 concernant la subvention de fonctionnement dans le cadre du soutien aux crèches communales. Elle est là, Elisabeth, à côté de Stéphane Michel. Mais bien près avec le micro, ça. Alors, Monsieur le maire sollicite une aide financière auprès du conseil départemental dans le cadre du soutien aux crèches municipales. Il s'agit d'une subvention de fonctionnement concernant les structures d'accueil collectif petite enfance qui sont gérées par les communes. L'aide départementale est attribuée en fonction du nombre de places agréées par le service des modes d'accueil de la petite enfance de la direction de la protection maternelle et infantile. La crèche multi-accueil du Grand Chêne dispose d'un agrément de la PMI de 60 places. Pour l'année 2021, le montant de l'aide accordée par berceau s'élève à 220 €. En conséquence, la commune sollicite une subvention de fonctionnement pour la structure petite enfance, la crèche multi-accueil Le Grand Chêne, de 13 200 €. Il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention de fonctionnement auprès du conseil départemental au titre de ce dispositif de soutien aux crèches communales. Il est donc proposé au conseil municipal de désigner au sein de notre assemblée les membres titulaires pour siéger Merci Elisabeth pour ces explications. Donc je précise, ce qui n'est pas précisé dans la note, c'est que cette demande de subvention on l'a fait tous les ans et qu'elle nous permet de faire fonctionner la crèche, puisque le département en fait, nous sponsorise un petit peu par rapport au nombre de places qu'on a, sachant qu'on est en train aussi en parallèle de mettre en place dans le cadre du nouveau déploiement CAF, on est en train d'essayer d'obtenir avec la CAF un partenariat et une nouvelle source de subvention sur la crèche et sur les postes d'encadrant administratif au niveau de l'enfance. On attend d'avoir les retours de CAF et de voir ce qu'on va pouvoir faire avec eux. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de créer un CGL au niveau de la Côte Bleue avec les autres maires. Et donc on espère que ça nous permettra d'obtenir encore plus de subventions et encore plus d'aide concernant donc, le soutien aux crèches communales. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. On va donc procéder au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Merci Elisabeth.
On va donc passer à la décision suivante concernant l'exonération de redevances pour les exposants lors de manifestations communales et marchés communaux. C'est Marie-Laure Walter qui va je sais pas, Merci Monsieur le maire, bonsoir tout le monde. Donc pour la saison 2021, dans le cadre de cette saison qui s'inscrit, comme vous le savez, dans une crise sanitaire imposée par l'épidémie de Covid-19, mais comme on a décidé de ne pas être dans l'immobilisme sur Saucé, donc en prévision de nos divers salons qui seront le bien-être, le livre, le thème, l'environnement et j'en passe, et qui se dérouleront à la salle des arts et à la salle de la maison du livre, la commune se donne la possibilité d'accorder aux exposants, d'une part, le pouvoir de vendre leurs produits et d'autre part, de ne rien payer pour l'emplacement des stands. Ces exonérations et facilités, bon, elles sont importantes pour le lancement des diverses animations communales. Et bien évidemment, ce sera à titre exceptionnel et dans le but de promotion et de dynamisation de l'activité des expositions, des salons, des marchés spécifiques. Il sera proposé de faire un bilan annuel de ce qui a été accordé aux exposants, bien sûr, et devant le membre du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal de décider d'exonérer les exposants de salons et de certains marchés et d'autoriser ces derniers à vendre leurs produits lors de ces manifestations. Voilà. Donc, monsieur le maire, on peut passer au vote. Donc, il y a des questions. Oui, il y a des questions. Pardon, entre le masque. Notre vote sur cette délibération nous pose un petit problème. On trouve que c'est un peu vague et on aimerait bien que ça redevienne comme c'était avant, c'est-à-dire qu'à titre exceptionnel, on vote une autorisation gratuite exceptionnelle. Là, on ne sait pas, on sait pas où on va. Donc nous, ça nous pose un petit problème parce qu'on ne sait pas pour qui on donne un blanc-seing pour tout. Voilà. C'est prendre le point et puis en même temps je parle un petit peu de ce qu'on avait proposé sur les droits de place des terrasses des commerçants. Bon, on a vu que le Covid continue, donc on voudrait bien savoir ce que vous allez faire pour aider les commerçants et les droits, au moins sur les droits des terrasses. Voilà. Je te laisse répondre. Donc, je vais répondre sur la première partie. Donc, comme vous l'avez vu, ça va être à titre exceptionnel cette année. C'est pour lancer les activités, sachant que, bien évidemment, les commerçants ont beaucoup souffert par rapport à ce Covid. Donc, c'est dans un but de les aider et d'autre part, de dynamiser au niveau de la commune. Alors, au niveau des dates, vous allez avoir des dates très précises, puisque d'ores et déjà, la planification des manifestations est faite de janvier jusqu'à juin au moins. Donc, on a comme objectif, ce sera diffusé le plus largement possible auprès des associations, auprès des commerçants et auprès des administrés sur les grands rendez-vous de mois prochains, de janvier à juin. Donc, vous aurez des précisions. Je ne vais pas tout dévoiler ce soir. Mais sachez que notre programmation est d'ores et déjà actée. Voilà. Pour rappel, elle était déjà faite dans l'urgence, puisque nous sommes arrivés, je le rappelle, en juillet, 1er juillet. Rien, le terrain était vierge de toute animation, et nous avons, à mi-juillet, proposé pour la saison estivale une programmation que je pense bien remplie. Voilà. Au-delà de ça, je pense qu'on peut aussi proposer tout simplement d'informer le conseil municipal dans les décisions du maire sur les manifestations où on viendra faire une exonération. Dans tous les cas, ça sera bien notifié dans les décisions du maire. On a fait une exonération de droit de place pour le salon du livre, le salon des timbres, le salon du bien-être, ou voilà.
telle ou telle manifestation qu'on a organisée. Donc dans tous les cas, vous avez toujours un droit de regard. Vous pourrez contrôler les commerçants qui ont été exonérés ou pas. Pour la seconde partie de votre question sur les terrasses, nous, en l'état actuel des choses, sur la période 2020, ça a déjà été facturé et déclaré auprès du Trésor. Donc malheureusement, avec la trésorerie, on ne peut pas revenir en arrière sur les montants qu'on a facturés sur 2020. Et dès le mois de janvier, nous, on va rentrer en contact, et Stéphane Letré va rentrer en contact avec les commerçants pour leur proposer des allègements sur l'année 2021 et voir dans quelle mesure on peut essayer d'alléger leurs charges sur l'année à venir. Malheureusement, le confinement ayant été décrété très tard sur le mois de novembre, la clôture avait déjà été faite, M. Jovelard, au niveau de la trésorerie, et vous vous rappelez certainement qu'on a voté au dernier conseil municipal, donc après la décision a été envoyée et on ne peut plus revenir sur les montants qu'on a facturés en 2020. Par contre, on m'a tâché avec M. Letré de continuer à se tenir au service des commerçants. Je tiens à rappeler que je me suis rendu à plusieurs manifestations donc, au niveau de la ville de Marseille avec d'autres collègues politiques pour défendre les commerçants, qu'on est en relation avec eux, que M. Letré ainsi que M. Ibanez font en sorte de leur donner un maximum d'informations pour qu'ils puissent obtenir toutes les aides départementales, métropolitaines, régionales qui sont à leur disposition, et qu'on continue, nous, de faire un maximum pour qu'ils puissent être indemnisés et pour les accompagner. Je pense d'ailleurs au sujet des aides, je vois que ça a inspiré M. Letré qui va vous indiquer un petit peu ce qu'on a réussi à obtenir pour nos commerçants. Oui, en fait, on a lancé une opération, on est en train de contacter les commerçants, j'indique bien les commerçants qui aujourd'hui sont encore fermés, devront rester fermés jusqu'à la date de fin janvier. Donc on les a contactés, on leur a demandé certaines informations. L'idée c'est de pouvoir les accompagner dans le paiement de leur loyer. On ne prendrait pas évidemment complètement en charge, mais de voir comment on pourrait les accompagner dans le paiement de leur loyer. Donc c'est une opération qu'on veut absolument mener rapidement à son terme. Mais voilà, le processus est lancé et on n'oublie pas nos commerçants qui malheureusement doivent être encore fermés jusqu'à fin janvier. Merci Stéphane. Est-ce que vous souhaitiez reprendre la parole, M. Harper? Pas. Madame Campagne. L'autre peut-être. Pour être clair, nous, ce que nous souhaitons, c'est voter pour les exonérations de droits de place. Nous souhaitons voter en connaissant avant les structures, les commerçants qui ont droit à cette... Donc justement, pour plus de simplicité, on souhaitait voter un global sur toute l'année, et à chaque fois qu'on en fait un, vous donnez l'information. C'était la méthodologie qu'on avait souhaité, qu'on va mettre en place pour le moment. Après, on va tâcher là-dessus d'être dans la transparence et de vous fournir le plus d'informations possible sur les salons qui sont exonérés ou pas. Vous les aurez dans les décisions du maire en début de conseil municipal, mais passer une délibération à chaque fois qu'on offre un droit de place à 3,80 € à un commerçant, franchement, c'était très compliqué, surtout qu'on veut multiplier les salons, on veut multiplier les activités commerciales sur Sauce-et-Lépin. On va avoir l'année prochaine un nombre de salons beaucoup plus important que ce qu'il a pu être dans le passé, et on voulait s'éviter de repasser une dérive à chaque fois, ce qui était compliqué. Par contre, en termes de transparence, j'entends votre inquiétude en tant qu'opposant, et on va faire le nécessaire pour que vous puissiez avoir accès aux informations, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Voilà, j'espère vous avoir répondu. On va passer au vote. Tu n'as plus de micro, je vais le faire moi. Allez. Qui est contre? Abstention. Qui est pour? Je vous remercie. Nous passons donc à la délibération suivante. Concernant l'approbation de l'avenant numéro 2 à la convention de gestion pour la gestion de l'éclairage public et l'avenant numéro 3 à la convention de gestion relative à la compétence promotion du tourisme dans la création d'office du tourisme de la commune de Sauce-et-Lépin. Alors préparez-vous, ça donne mal au crâne. Depuis le 1er janvier 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération intercommunale, s'est situé de plein droit aux 6 anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions de la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.
Ainsi, la métropole Aix-Marseille exerce depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes membres, les compétences définies par l'article L5217-2 du Code général des collectivités territoriales. Toutefois, en application de l'article 5218-2I du même code, les communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au 1 de l'article L5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux 6 anciens EPCI fusionnés au sein de la métropole Aix-Marseille-Provence. Conformément aux dispositions de l'article, la métropole étant l'autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, dans un objectif de continuité et d'exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour son compte la compétence, et ce, en application de l'article 5215-27 du Code général des collectivités territoriales. Alors, en gros, ce charabia, ça veut dire que l'éclairage public, donc les lampadaires, c'est une compétence qui appartenait à MPM, qui, à la suite, en 2016, de la fin d'MPM qui est devenue la métropole, a été transférée à la métropole. Sauf qu'en fait, la métropole se rend compte qu'ils n'ont pas les capacités en interne de gérer cette compétence, et donc ils nous la redélèguent. C'est-à-dire que la loi fait que c'est la métropole qui est censée gérer l'éclairage. La métropole dit nous, on n'en est pas capable, on fait trop d'erreurs et ça cause trop de problèmes, et ils nous redélèguent la compétence que nous on se retrouve à exercer à leur place, et donc ce qui crée tous ces avenants que les plus anciens auront reconnus, puisqu'on les refait tous les ans ou tous les 2 ans selon ce que ça concerne. Donc ça, c'est la partie éclairage public. Au-delà de ça, depuis 2017, la métropole a décidé de confier à la commune de Saucé-les-Pins des conventions de gestion portant sur les domaines suivants: la compétence défense extérieure contre l'incendie et la compétence tourisme. Les conventions ont été conclues pour une durée d'1 an et prolongées par avenant. Par délibération du dernier conseil métropolitain du 16 mai 2019, la métropole a délégué par convention de gestion la conduite opérationnelle des actions relatives à la commune de Saucé-les-Pins qui détenait toutes les ressources et toute l'expertise nécessaires afin d'assurer la continuité de l'action publique. Aujourd'hui, afin de continuer à assurer une gestion de proximité, il est proposé de prolonger d'1 an la durée des conventions de gestion. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les avenants 2 et 3 aux conventions de gestion. J'espère que mes explications étaient un petit peu plus claires que le texte initial. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet récurrent et assez ubuesque que j'entends bien? Malheureusement, la métropole, c'est rarement simple. Écoutez, parfait, parce que je ne suis pas sûr qu'on avait tous les éléments pour vous répondre. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Madame Buria concernant donc la note numéro 12, qui est la candidature pour bénéficier de l'accompagnement collectif vers une restauration collective durable. Elle est Christelle, elle est là. On t'écoute, Christelle. Je vous remercie, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, la municipalité de Saucé-les-Pins, nouvellement élue en juillet dernier, a souhaité mettre en place un certain nombre d'actions en faveur de la biodiversité et de l'environnement, notamment dans les domaines de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le zéro plastique en restauration collective et une alimentation alternative et végétarienne. Pour cela, il a été décidé, après un audit organisationnel, de développer un pôle enfance-famille qui aura comme périmètre d'intervention la restauration scolaire. De ce fait, l'analyse qui a été faite au cours de ces derniers mois montre une utilisation du plastique excessive et le non-respect des préconisations de la loi Egalim. Une étude doit être également menée sur le gaspillage alimentaire, avec en filigrane le renouvellement de notre marché de restauration. 5 bonnes raisons de candidater: bénéficier d'un accompagnement de l'ARB et ses partenaires en région pour le montage de notre projet, développer de nouvelles connaissances, bénéficier d'apports méthodologiques et d'outils existants, bénéficier de retours d'expérience ayant fait leurs preuves en et hors région, rejoindre une communauté régionale d'échange sur l'alimentation durable, donner une impulsion forte à l'équipe projet en charge de la mise en œuvre des actions, un accompagnement à la carte pour suivre 3 à 6 modules de formation, action sur les thèmes,
la préservation des terres agricoles, la lutte contre le gaspillage alimentaire, des achats durables et de qualité, l'approvisionnement local, le zéro plastique en restauration collective, la cuisine alternative végétarienne, l'éducation et la sensibilisation des convives et du personnel. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter l'aide de l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement dans les différents domaines précités. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Michel. Question dans la campagne, je crois. Je voudrais savoir comment va fonctionner cette aide. C'est une assistance, un accompagnement dans vos démarches. Est-ce que derrière, il y a d'autres structures que l'agence régionale que l'Arbre qui interviennent? Parce que quelquefois, ils subventionnent ou des structures indépendantes qui peuvent venir en soutien, et il est quelquefois demandé aux collectivités d'avoir une petite participation. Est-ce que c'est le cas pour cette opération? Et on a parlé de restauration scolaire. Je pense que ça concerne toute la restauration, y compris, pas uniquement la restauration scolaire, mais l'ensemble de la restauration, y compris le portage à domicile et les repas qui sont livrés aux personnes âgées. Restaurants pour les personnes âgées. Donc on a bien parlé de restauration collective et pas seulement de restauration scolaire, donc vous avez raison, ça concerne aussi les repas qui sont servis au foyer et qui sont livrés par le biais du portage. En fait, ça part d'un double constat qui est assez simple. C'est quand on a fait notre analyse de gestion, notamment avec M. Depré au départ, c'est qu'en fait, on sert des repas qui nous coûtent quasiment 12 € et qui, franchement, par rapport à leur coût, ne sont pas d'une qualité mirobolante, il faut l'admettre. Moi, je suis déjà allé manger plusieurs fois au foyer, c'est tout à fait correct. Je crois que Mme Ragusa mange régulièrement à la cantine, c'est correct, mais franchement, quand on sait que ça coûte 12 € à produire, je suis quand même étonné. On pense donc, nous, avec ces agences publiques, donc pour l'instant, il est absolument hors de question de dépenser 1 centime en audit ou voilà, de faire intervenir les prestataires extérieurs. Par contre, on se rend compte donc, du coup, qu'on a un coût qui est très important. En même temps, quand ces gens-là viennent, ils nous expliquent qu'en fait, on n'est pas à jour, puisqu'on n'a pas la liste des allergènes, on est incapable de donner le nombre de calories qu'il y a dans le repas des enfants, dans les repas concerts, on est incapable de dire aux parents, votre enfant a mangé tant de calories, on est incapable de mettre en évidence les allergènes et de faire des fiches repas. On est incapable de dire est-ce qu'un enfant a mangé suffisamment de vitamine B, suffisamment de fibres, suffisamment de choses comme ça, tout simplement parce qu'on ne sait même pas la quantité de fibres et de vitamines qu'il y a dans les aliments qu'on sert. Donc ça, la loi Egalim, qui a quand même 4 ans, le régit et indique comment les collectivités doivent faire pour servir de repas de meilleure qualité. Et donc, avec l'aide de cette agence régionale, on va tâcher non seulement d'augmenter la qualité des repas, d'essayer de faire baisser le coût unitaire des repas, et surtout de se mettre en conformité avec toutes ces règles sur lesquelles on n'est pas à jour. Je vous le dis, les fiches allergènes, les fiches caloriques, voilà, et toutes ces choses qui peuvent nous être demandées. Je ne crois pas avoir oublié de partie dans votre question. Parfait. On va donc, Christelle, je vais te... Oui, pardon. Excusez-moi, ouais. Si je ne voulais pas créer une polémique, je croyais que c'était le cas, excusez-moi. Oui, M. Arpin. Un micro pour M. Arpin, Michel, s'il te plaît. Oui, dans la confection des menus, il y a quand même toujours une diététicienne. Donc, il y a toujours la diététicienne qui intervient, mais en fait, la diététicienne, c'est le modèle d'il y a 20 ans, monsieur Arpin. Le nouveau modèle, c'est on quantifie, on calcule, on a des fiches individuelles pour les aliments, on a des fiches individuelles pour les repas, et on est capable de dire aux parents qui viennent chercher son gamin le soir, votre gamin il a mangé tant de fibres, tant de vitamines, tant de machin, il a absorbé tant de calories, et voilà ce que ça représente. Et derrière, ça permet aussi aux parents qui le souhaitent de mettre en place un suivi diététique réel à la maison. La diététicienne de la cantine, effectivement, elle y est toujours, elle nous fournit toujours cette prestation. Cependant, on a évolué quand même vers des niveaux d'implication et d'indication bien plus importants
que la commune de Sossénéca n'avait toujours pas mis en place et qu'il nous paraisse essentiel de mettre en place, surtout quand on fait le constat, je le dis à nouveau, que les repas de cantine nous coûtent quasiment aussi cher qu'un resto tous les jours. Donc il y a quand même une vraie question là-dessus. On pourrait faire manger nos personnes qui mangent au foyer. Je suis sûr qu'on trouverait un restaurateur, on lui dirait écoute, c'est 12 € par repas, il serait ravi de faire manger toutes les personnes âgées tous les jours. Donc il y a une vraie question quand même sur la perspective de ce qu'on sert et la qualité de ce qu'on offre à nos administrés par rapport au prix qu'il y a en face. Et on pense qu'il y a de vraies questions et on va demander justement à l'agence régionale de venir nous aider à y répondre. Et par ailleurs, vous verrez un petit peu plus tard, il y a une autre délibération puisqu'on fait appel aussi à un autre organisme qui va venir compléter cette action. Voilà. Christelle, on va passer au vote. Je t'écoute. Donc, qui est contre la candidature? Donc, voilà. Qui s'abstient? Donc, merci. Unanimité. Encore à toi, la création de la commission extra-municipale environnement. Alors, Monsieur le maire explique qu'en dehors des commissions municipales, le conseil municipal peut consulter et créer des commissions extra-municipales qui résultent de la loi du 6 février 1992. L'article L 214-3-2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer une ou plusieurs commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune et sur tout domaine. Ces commissions comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Ce sont aux personnes intéressées de se faire connaître. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces commissions extra-municipales pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Ces commissions sont présidées et animées par un adjoint ou un conseiller et elles s'adjoignent des personnalités compétentes dans chacun des domaines concernés. Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décision. Les réunions ne sont pas publiques, mais des réunions publiques de concertation pourront être organisées. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal que la liste de candidats soit votée à main levée, de créer la commission extra-municipale environnement. Cette commission émettra un avis et se prononcera sur les questions relatives à la protection de l'environnement et à la transition écologique. De fixer le nombre à 7 membres élus maximum, dont les membres seront Maxime Marchand, Christelle Luria, Jacques Sabatier, Patrice Thomas, Pierre Verne, Marie-Christine Bertrandi-Campana, Christine Beaulieu. De désigner pour siéger à ces commissions les membres suivants: Robin Roland, Jean-François Lescure, Delphine Ballet, Sabine Quesada. Il est donc proposé au conseil municipal de créer cette commission extra-municipale environnement et de désigner les membres proposés. Est-ce qu'il y a des questions? Marie-Christine, pas de questions? De la commission environnement, puisque j'ai été sollicité pour en parler, je voulais juste savoir, donc là il y a plusieurs commissions, j'anticipe un petit peu sur la suite, c'est peut-être une question plutôt pour M. le maire, pour Mme Burger. Nous allons délibérer sur d'autres commissions, et je voulais savoir si vous avez envisagé d'autres commissions sur d'autres thèmes que ceux sur lesquels nous allons délibérer. A priori, on va continuer de monter des commissions et ça va, au-delà des commissions obligatoires, ça va continuer d'avancer sur les sujets au fur et à mesure que les sujets arrivent et au fur et à mesure que la période Covid aussi permet de créer ces commissions. Parce qu'il y en a tout un tas qui sont un petit peu ralentis par ça. Je pense aussi au Conseil des sages qui a été ralenti par le Covid, qu'on aurait souhaité installer très rapidement, je vais attendre janvier si je n'ai pas de bêtises d'idée. Mais voilà, il y a certains dossiers où tout de suite, dès qu'il s'agit de mélanger les gens, de faire des commissions, de faire avancer les choses, c'est un petit peu compliqué en cette période Covid. Mais on a prévu de continuer à en créer, parce que pour nous, c'est très important. Il y avait une phrase qui était dans la délibération, qui est très vraie en fait.
c'est tout simplement, on fait des commissions pour avoir l'avis des citoyens, pour pouvoir échanger avec eux, pour aussi vous permettre, vous, en tant qu'opposition, d'avoir le côté constructif que vous clamez, et pouvoir avancer sur tous les sujets. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment important, et on va certainement en créer d'autres, sur d'autres sujets, notamment des obligatoires, parce que je crois qu'il manque des obligatoires, notamment en finance, qui n'ont pas été encore créés, et on va continuer d'avancer là-dessus au fur et à mesure que le Covid nous le permettra. Voilà. Je vais passer au vote. Voilà, alors pour le vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Unanimité. Allez, je reprends la parole. On passe donc à la candidature pour bénéficier de l'accompagnement l'accompagnement ADEME, les cantines s'engagent. Je laisse la parole à Cécile Bonneau, Michel, s'il te plaît. Alors, pour cette candidature, en fait, on est dans la ligne de ce qui a été débattu tout à l'heure. C'est vraiment tout l'engagement qu'on a pris pour travailler sur la restauration. C'est un chantier important qu'on mène depuis le début de l'année avec l'ensemble des acteurs, qui soient sur place ou qui soient au niveau de la gestion. Et donc, une autre candidature pour un autre type d'accompagnement, mais évidemment il y a des choses qui sont transversales, candidature pour l'accompagnement ADME, les cantines s'engagent. Alors l'Agence de la transition écologique apporte son soutien à 15 établissements dans la mise en œuvre d'une démarche d'alimentation durable et pour identifier les freins et les leviers pour l'atteinte des objectifs de la loi EGalim. Alors, je précise, je fais en même temps. Eh bien, nous, on a été sélectionnés. Il n'y a que 15 établissements. On a fait tout un dossier. Ça a été long. Et je profite pour faire mettre en avant le travail excellent qui a été fait par Mme Santini sur ce dossier-là. Donc, voilà. Et bien, ce dossier, il a été donc sélectionné. Voilà. La commune de Saucé-les-Pins s'est portée candidate et a été retenue parmi les 15 établissements sur toute la France pour bénéficier du soutien d'un accompagnateur conseil. Donc, si, on ne paye rien. Bon. Les outils opérationnels pour évaluer nos menus et quantifier nos achats, faire un diagnostic complet du gaspillage, associer nos parties prenantes à la démarche, des méthodes et ressources pour analyser notre fonctionnement, identifier les points forts et points d'amélioration, construire notre plan d'action de manière pragmatique et concertée, des préconisations sur les outils et les démarches existants pour faciliter notre transition alimentaire, outils, démarches, certification, des homologues, des initiatives inspirantes pour faire évoluer nos pratiques. Cela nous permettra de bénéficier de l'intervention d'un accompagnateur conseil, spécialiste de questions de restauration collective durable, dédié à notre structure. Il sera notre interlocuteur tout au long du projet. Il sera nécessaire de nommer un chef de projet qui interagit avec l'accompagnateur et coordonne la démarche. Il est en mesure d'impulser des changements et aussi de mobiliser les équipes qui mettent en œuvre, les élus et les décideurs qui soutiennent la démarche. Nous partagerons avec nos parties prenantes et les 15 établissements de Réa au travers de retours d'expérience documentés et communiqués par l'ADME en fin de projet. Il est donc proposé au conseil municipal de se porter candidat à cette action et d'autoriser monsieur le maire à signer la charte d'engagement. Avez-vous des questions? Merci. Qui est contre? Abstention? Merci. Alors, juste avant de relaisser la parole à Mme Baudot pour la commission extra-municipale d'éducation, je vous précise un erratum sur la désignation des membres non élus. Des membres non élus, il faut rajouter donc un 6e membre qui est M. Édouard Vincent, président de l'association des parents d'élèves des Balénos, dans les membres non élus. C'est des petites erreurs au niveau de la création de la note. Et je relève du coup la parole à Mme Baudot pour cette présentation. Alors, pour la création de cette commission, comme la même partie que la commission environnement, et les mêmes raisons de vouloir débattre de manière démocratique et le plus largement possible avec la population. Monsieur le maire explique qu'en dehors des commissions municipales, le conseil municipal peut consulter et créer des commissions extra-communales qui résultent de la loi du 6 février 1992. L'article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer une ou plusieurs commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune ou sur tout domaine.
Ces commissions comprennent des personnes qui ne peuvent pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Ce sont aux personnes intéressées de se faire connaître. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces commissions extra-municipales pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Ces commissions sont présidées et animées par un adjoint ou un conseiller et elles s'adjoignent à des personnalités compétentes dans chacune des domaines concernés. Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les prises de décision. Les réunions ne sont pas publiques, mais des réunions publiques de concertation pourront être organisées. Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal que la liste des candidats soit votée à main levée, de créer la commission extra-municipale d'éducation. Cette commission émettra un avis et se prononcera sur les questions relatives à l'éducation. De fixer à 6 membres élus maximum, dont les membres seront Maxime Marchand, Cécile Bonneau, Marion Neff, Didier Zika, Elisabeth Mariani, Valérie Ragusa. De désigner pour siéger à ces commissions les membres suivants: Élodie Valero, Joël Castellani, Julie Dubois, Karine Berton, Dominique Brumana, Édouard Vincent. Il est donc proposé au conseil municipal de créer cette commission extra-municipale éducation et de désigner les membres proposés. Avez-vous des questions? Alors, juste une petite précision d'ordre légal, mais il faut quand même la faire. Dans les membres élus, il faut lire Elisabeth Mariani et pas Mariani. Qui est Elisabeth. C'est une petite inversion, mais qui devant le tribunal administratif pourrait nous coûter cher. Donc je préfère faire la précision. Il y a une inversion de lettres, mais il fallait bien lire Elisabeth Mariani, qui est devant vous ce soir. Voilà, je vous laisse la parole, Cécile. Qui est pour? Non, c'est parce que excusez-moi. Je vais trop vite. Qui est contre? Abstention. Merci. Hop là. Donc je vous rappelle que la délibération numéro 16 est retirée. Je vous rappelle aussi que c'est tout simplement parce que le recensement n'aura pas lieu l'année prochaine, mais en 2022. Je vous propose donc de passer à la délibération numéro 17 concernant la modification du tableau des effectifs. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois du temps complets et non complets nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de création d'emploi, la délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi cité, la catégorie hiérarchique de l'emploi relève. Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférence à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures, X sur 35e, si c'est clair pour quelqu'un. Ce tableau de l'effectif a fait l'objet de modifications lors du conseil municipal du 23 juillet 2020. Il convient de procéder à son actualisation afin de permettre au maire de nommer sur les grades correspondants les agents titulaires après l'avis de la commission administrative paritaire. Je crois que les tableaux s'affichent derrière moi, je vous laisse en prendre connaissance. Il est donc proposé au conseil municipal de supprimer cet emploi et de proposer le nouveau tableau des effectifs au 1er janvier 2021. Avez-vous des questions sur ce sujet? Oui, sur les créations, vous avez indiqué les missions de poste, un policier municipal glacier. Sur la suppression, la mission du poste, c'est contractuel, c'est pas une mission qui a un statut. Donc, est-ce que vous pouvez préciser au moins... Alors, je vous précise, je vois exactement où vous voulez en venir. Cette suppression de poste, en fait, c'est faite à la tête du service urbanisme que vous connaissez bien, de manière, avec l'arrivée du nouveau directeur technique et du nouvel organigramme, à pouvoir avoir un directeur technique qui couvre aussi le poste de l'urbanisme et qui derrière permettra donc d'étoffer ce service qui en a grandement besoin et donc qui a besoin d'un nouveau modèle d'organisation. Donc c'est ce qui a été retenu. C'est-à-dire que le poste a été clôturé parce qu'il n'avait plus besoin d'embaucher un contractuel puisqu'il y a un titulaire fonctionnaire qui va chapeauter plus de services. C'est-à-dire qu'à la place d'avoir un chef de service, on va avoir un chef multi-service, ce qui va nous permettre de faire des économies. Et donc en conséquence, comme la personne dont nous parlons était en contrat CDD, pour être assez schématique, on a pris la décision de supprimer ces postes-là
pour justement se libérer par rapport à ça. Ça intervient bien entendu dans, si vous voulez, notre volonté au niveau du personnel d'alléger le coût global du personnel et donc de pouvoir un petit peu agir sur des gens qui sont en contrat plus facilement que sur des gens qui sont titulaires. Et c'était aussi et d'abord une volonté de réorganisation du service qui a conduit donc à la suppression du poste de Madame Souton, puisqu'on parle du poste de Madame Souton, disons-le, nous ne cachons pas. Je regrette ce choix, mais c'est le vôtre, parce que nous avions quelqu'un qui était très compétent et qui pouvait faire beaucoup de choses en matière d'aménagement du territoire. Je ne parle pas seulement d'urbanisme, parce que les comparaisons sont... Madame Souton a une compétence très importante effectivement sur l'environnement. Je ne remets pas en doute cette compétence et elle a fait un bon passage au sein du service. Après, pour être tout à fait clair, je pense que c'était une volonté que vous aviez au niveau de l'ancienne majorité, une volonté d'organisation, et on a décidé de passer sur une organisation différente, en parlant de la vision politique. Et je ne doute pas que vous aviez choisi quelqu'un de compétent qui, effectivement, sur la partie environnement, aurait pu apporter dans l'organisation que vous aviez. Comme on est passé sur une nouvelle organisation, il a fallu que cette personne, voilà, le poste a été tout simplement supprimé, aussi par un souci d'économie. Avec quelqu'un qui chapeaute de plus haut, il faut de payer 4 chefs de service, je préfère payer un seul super chef de service qui va gérer les 4 services en même temps. Voilà le modèle qu'on a essayé de mettre en place, notamment avec M. Detré. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le tableau des effectifs? On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Ah pardon, excusez-moi, je n'ai pas vu que ça s'était levé. Excusez-moi. Donc pas unanimité, mais je vous remercie quand même. Hop. Création du poste parcours emploi compétences. Hop. Donc la note explicative de synthèse est assez simple. Depuis janvier 2018, les contrats aidés ont été transformés par le dispositif parcours emploi compétences, le PEC, dans le but de faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi, formation, accompagnement. Un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours, tant par l'employeur que par le service public de l'emploi, avec pour objectif l'inclusion durable dans l'emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. Notre commune décide donc d'y recourir en considérant ses besoins et la perspective d'aider un demandeur d'emploi à s'insérer dans le monde du travail. Dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences, des CI-CAE pourraient être recrutés au sein de la commune pour exercer des fonctions d'agent polyvalent espace vert à raison de 35 heures par semaine et d'agent polyvalent dans l'entretien des bâtiments à raison de 35 heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une période de 1 an à compter du 1er janvier 2021. La rémunération ne peut être inférieure au SMIC horaire. Dans le cadre du PEC, le montant de l'aide accordée aux employeurs est estimé en pourcentage du SMIC brut et défini par décision du préfet de région. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à recruter et à inscrire les budgets nécessaires à ces derniers. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc pour sortir un petit peu du jargon, l'objectif c'est de créer un vrai parcours d'insertion des agents à la mairie de Saucé-les-Pins. C'est pas du jour au lendemain parce que je te connais ou qu'on est amis, je te fais rentrer, etc. C'est d'avoir un vrai accompagnement, on fait rentrer quelqu'un, un jeune, on l'accompagne, on le forme et on s'assure sur un temps long que la personne est bien adaptée à ce qu'on lui demande et qu'elle fait son travail correctement. Le recrutement et le management par copinage à Saucé-les-Pins, c'est terminé. On se base sur la compétence, on se base sur les objectifs et sur les résultats des différents agents pour travailler en collaboration avec eux. Les agents sont le cœur de la ville, ils sont notre équipe, sans eux, rien ne pourrait se passer. Il est très important pour moi d'être le chef de cette équipe, de les rassurer, de les encadrer, de les aider à se former, à avancer et à améliorer la qualité du service qu'ils procurent à l'ensemble du village. Ce sont des gens très bien qui ont montré notamment les inondations, le feu et tout le reste, leur qualité et leurs compétences. Il faut les aider aussi dans leur parcours de formation et c'est ce que ça va permettre aussi d'avoir un échange triple là-dessus et d'avoir une vraie possibilité d'avancement, mais surtout une logique en termes de personnel beaucoup plus rationnelle. Et cette rationalité dans l'emploi, c'est quelque chose qu'avec M. Detré, on défend ardemment sur ce sujet-là.
On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à M. Jean-Louis Labourin concernant la création d'une nouvelle commission extra-municipale. Merci Michel. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc c'est comme la commission urbanisme et éducation. Je vais vous lire en note explicative de synthèse. Donc Monsieur le maire explique qu'en dehors des commissions municipales, le conseil municipal peut consulter et créer des commissions extra-communales qui résultent de la loi du 6 février 1992. L'article R2143-2 du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de créer une ou plusieurs commissions extra-municipales sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune ou sur tout domaine. Il manque une virgule pour écrire là. Ces commissions comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Ce sont aux personnes intéressées de se faire connaître. Sur proposition du maire, le conseil municipal fixe la composition de ces commissions extra-municipales pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Ces commissions sont présidées et animées par un adjoint ou un conseiller et elles s'adjoignent des personnalités compétentes dans chacun des domaines concernés. Aucune décision ne sera prise lors de ces commissions. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale et permettront de faire participer la population à la réflexion sur les principes de décision, sur les prises de décision. Les réunions ne sont pas publiques, mais des réunions publiques de concertation pourront être organisées. Donc, il nous est proposé de voter à main levée et nous vous proposons de créer une commission communale d'accessibilité pour les établissements recevant du public. Cette commission émettra un avis et se prononcera sur les questions relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Elle devra établir un rapport annuel présenté au conseil municipal. Donc, nous vous proposons de fixer un nombre de 9 membres, dont M. Labourin Jean-Louis, M. Robert Brand et Mme Valérie Ramusa en tant qu'élus, et des personnes suivantes non élues, donc Jacques Héléna, Daniel Jougla, Francis Raya, Christian Massé, Corinne Raymond et Jean-Pierre Paraveda. Donc je vous propose, est-ce que vous avez des questions sur cette commission? Non. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie, donc à l'unanimité. Et donc la dernière délibération qui avait été ajoutée, c'est non, c'est pas la création, c'est l'autorisation spécifique de vérification d'accessibilité d'un ERP, c'est bien ça, Jérôme? Oui. Oui. Donc, au dépôt de dossier pour l'autorisation spécifique pour vérification d'accessibilité en ERP. Donc, suite aux inondations du 8 novembre, aux épisodes pluvieux, dont le gymnase a subi pas mal de dégâts, et en particulier les salles, et notamment les salles en sous-sol. Donc, afin d'assurer la continuité des activités des associations, notamment, bien sûr, il est nécessaire de réaménager une salle. En effet, il s'agit d'autoriser le maire à déposer un dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant le public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique suite à la modification de la salle de l'éclipse. Motif de la demande, le projet consiste au réaménagement intérieur de la salle de l'éclipse suite à la création d'une cloison, réalisation de volumes nouveaux dans des volumes existants dans une salle existante située au gymnase Alain Clément. La salle de l'éclipse est située dans un établissement ERP de type X, classé en deuxième catégorie. Cette salle a actuellement une capacité d'accueil de 200 personnes. Donc, on se propose de faire une cloison. Avec ce cloisonnement, chaque salle créée aura une capacité d'accueil de 49 personnes. Salle de l'éclipse 1, capacité d'accueil 49, salle de l'éclipse 2, capacité d'accueil 49, soit 98 personnes. Une notice d'accessibilité PC39 et une notice incendie PC40
seront jointes à cette demande. Qu'est-ce que dites-vous? Est-ce de 200 passe à 98, parce qu'en fait, dans une pièce, c'est les capacités. Anthony pourrait répondre, parce que c'est lui qui a fait la visite avec les contrôleurs, mais on passe bien à ça. Après, l'intérêt, c'est que, comme vous le savez peut-être, on a une partie des salles de danse qui ne sont pas utilisables suite aux intempéries. On a fait faire des devis, et grâce à l'aide, une fois de plus, des services techniques qui ont été performants, on a déjà évacué le parquet existant, et on va pouvoir créer des salles temporaires, en tout cas, pour continuer les activités, parce qu'on parlait des commerçants, on a répété beaucoup par rapport aux commerçants, mais les associations sociétoises aussi vivent des moments difficiles, et il est de notre devoir de les soutenir et de les aider. Et donc le premier des soutiens qu'on peut leur apporter, c'est quand le confinement est terminé, ils aient la possibilité de réintégrer immédiatement les salles et de pouvoir proposer des activités, ce qui avec les inondations était compromis. Donc on a essayé de trouver une solution, le fait de couper la salle de l'éclipse en deux, qui est une très grande salle, donc c'est la salle qui est à l'étage au niveau du gymnase, côté salle centrale, va nous permettre de maintenir le créneau de l'ensemble des associations et de ne pas en léser certaines par rapport à d'autres suite aux intempéries. Oui, c'est pour remplacer en fait la disponibilité des salles qui ont été inondées. La salle d'éclipse n'a pas été inondée, bien sûr. Forcément, puisqu'elle est en étage. Voilà, je pense avoir été pris. Est-ce que vous avez des questions? Vote contre? Abstention? Merci. Unanimité. Merci, monsieur Labouard. Nous allons maintenant passer aux questions diverses qui ont été envoyées donc en amont du conseil municipal. Hop. Donc, ce sont les questions du groupe d'opposition pour Saucé. Donc, je vais commencer par la première question. Lors du conseil municipal du 29 septembre 2017, nous avons voté l'attribution d'une prime exceptionnelle Covid pour les agents municipaux, excusez-moi, qui se sont particulièrement mobilisés pour maintenir la continuité des services publics. À ce jour, cette prime n'a pas été versée aux agents. Quand allez-vous la verser? Et quel est le montant total de la dépense? Alors, juste par rapport à ça, je pense que peut-être vous avez eu l'information totale, elle a bien été versée avec la paye de novembre, donc soit le 24 novembre, il y a presque 10 jours maintenant. Et le coût total donc, de cette mesure est de 28 000 € et elle concerne 78 agents. Je précise que malgré cette opération de prime que nous avons souhaité donner aux agents pour les mettre en valeur, je pense que M. Detré le confirmera, on va terminer l'année 2020 avec des dépenses de personnel en baisse et en dessous de ce qui avait été budgétisé. Donc il était important pour nous de récompenser le personnel municipal tout en gardant une doctrine au niveau de nos charges de personnel, à savoir qu'on veut les faire baisser sur l'ensemble du mandat et qu'on fixera très bientôt des objectifs très précis par rapport à ça au niveau de notre politique. Donc ça c'était pour répondre à votre première question. La deuxième question, elle m'a beaucoup plus surpris, mais on va quand même la lire. La pénalité de carence des logements sociaux fixée par le préfet au titre de l'année 2020 s'est élevée à 220 000 €. Nous avons eu l'information qu'elle sera très fortement augmentée en 2021. Le taux de carence prévu par le préfet s'élèverait à 200%. De plus, l'État délivrerait les autorisations d'utilisation et d'occupation du sol pour les logements. Quel sera le montant de la pénalité et quelles actions envisagez-vous? Alors là, je tombe des nues, puisque vraisemblablement vous avez des informations qu'on n'a pas. Moi, je suis en correspondance avec monsieur le préfet Mirmanche. Je vous tiens à disposition ce courrier qu'il m'a adressé le 23 novembre, donc c'est pas très vieux, hein, on l'a reçu au courant de semaine, où il m'indique mes objectifs triennales, sans jamais parler de cette augmentation de 200% donc de la carence. Et je vous précise par ailleurs que sur le dossier des logements sociaux, on a travaillé donc à présenter un plan et nous avons rendez-vous au mois de janvier avec monsieur le sous-préfet sénateur à qui on va présenter notre plan d'investissement sur les logements sociaux pour le mandat. Il n'est pas encore clôturé, mais je peux vous en donner les grandes lignes, à savoir que on reste dans ce qu'on avait prévu dans le programme. Saucé est en carence de 802 logements. Il est totalement impossible de construire ces 802 logements sans changer complètement la vocation de la ville, sans passer sur un urbanisme non maîtrisé, comme ça peut se faire à Châteauneuf ou à Gignac, ou comme on peut le voir autour.
Vous savez très bien que l'urbanisation en outrance et la bétonisation, c'est mes chevaux de bataille. Donc on va se présenter auprès de monsieur le préfet en lui proposant sur le mandat de construire une centaine de logements, ce qui semble tout à fait honorable et ce qui a priori, d'après les premiers échanges qu'on a eu avec lui, pour lui convenir. Et on souhaiterait surtout passer avec lui un contrat nous exonérant des amendes concernant les logements sociaux, puisque je tiens à rappeler qu'à ma grande surprise et lors de notre premier rendez-vous à la DDTM, on s'est rendu compte que sur les 8 dernières années, Sociédépin avait produit plus d'une centaine de logements, ce qui était vraiment bien, mais en fait Sociédépin les a produits sous la contrainte. Et le problème, quand on travaille avec la préfecture sous la contrainte, c'est qu'on nous met des amendes, on nous met des bâtons dans les roues, et on nous fait payer beaucoup d'argent pour ces logements sociaux. Sur les 10 dernières années, ça nous a coûté quasiment 4 millions d'euros de différentes amendes qui ont monté, rebaissé, reparti, remonté. Et par rapport à ça, on a changé totalement de méthode et on a tâché justement de travailler en collaboration avec la préfecture, puisque je me suis étonné sur la même période, exactement la même période, en Suède, on n'a produit que 62 logements sociaux. Et ils ont payé 0,40 € de carence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en contrat de mixité avec la préfecture, parce qu'ils avaient anticipé ces demandes et parce qu'ils avaient prouvé leur bonne foi au niveau du préfet. Et c'est la stratégie qu'on va avoir avec le préfet au niveau des logements sociaux. On va tâcher de montrer notre bonne foi et notre volonté d'en faire. Malheureusement, c'est impossible de faire les 800 qui nous demandent, mais on va en faire un petit peu. Et on espère qu'avec cette bonne foi, on arrivera à rentrer dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture. Et plutôt que de se faire taper sur les doigts tous les ans, comme c'est le cas depuis 12 ans, mais au contraire d'être encouragé et plutôt que de recevoir des pénalités, recevoir au contraire des investissements de la part de la VDTM et des bailleurs sur ce sujet. Donc au moins vous avez la totalité de l'information, mais je suis quand même assez étonné des informations que vous affirmez, sachant que ce n'est pas du tout le même son de cloche. Le courrier est là, il est signé de la main de M. Mirmand, je vous laisserai en prendre connaissance tout à l'heure. Sur la question numéro 3, concernant les animations de Noël annoncées dans le côtier, on va finir l'ensemble des questions et après on débattra, s'il vous plaît. Concernant les animations de Noël annoncées dans le côtier, la mise à disposition d'une patinoire et d'un manège ainsi que les chalets pour les commerçants, toutes ces animations sont-elles maintenues et quel en est le coût? Donc je peux vous dire que malheureusement non, elles ne sont pas toutes maintenues et je vais laisser Marie-Laure vous faire le détail de ce que ça a coûté et du aussi, parce que ça a été le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a tout un tas de prestataires qu'on a dû annuler en amont, parce que si on ne les annulait pas, on était susceptible de devoir les payer, alors qu'eux n'effectuaient pas la prestation. Donc c'est un risque qu'on n'a pas voulu prendre. Une fois de plus, on essaye de gérer les deniers sociétaux avec intelligence. Ce qu'on a pu repousser, on a repoussé un maximum pour essayer de le garantir. Par contre, ce qui nous engageait contractuellement à payer les prestations que derrière le prestataire n'aurait pas eu à faire, là, on a mis le haut là, parce que pour nous, c'était inconcevable de dépenser votre argent pour des choses qu'on n'aurait pas, juste parce qu'on aurait stratégiquement mal agi. Je vous laisse la parole à Marie-Laure. Oui, merci Monsieur le maire. Simplement, on peut vous assurer qu'avec les services, on travaille d'arrache-pied, parce qu'avec cette période Covid, il faut très vite s'adapter, et les services sont très réactifs. On travaille bien sûr en concertation avec les commerçants, parce que c'est important aussi qu'ils se sentent aidés, soutenus, et c'est quand même eux les professionnels et eux qui peuvent nous conseiller pour au mieux au niveau de ces périodes difficiles. Donc ce qui est maintenu, c'est bien évidemment tout ce qui est marché de Noël, que l'on a transformé. Au départ, vous savez qu'en étant Saucé, capitale de la culture, on a bénéficié d'une enveloppe de 100 000 €. Nous avions à l'origine prévu 11 chalets, pas 10, comme c'était précédemment, mais 11, puisqu'il y avait un chalet que l'on dédiait aux associations, et le coût de ces chalets était de 13 000 €, monte, démonte, et nous avions rajouté une décoration assez conséquente. Donc nous avons revu nos objectifs à la baisse, malheureusement, en proposant quand même, parce que vous savez, je le redis, le maître mot ici, c'est pas d'immobilisme. Donc nous avons proposé 2 week-ends avec des marchés de Noël et un marché des commerçants de la ville, en centre-ville, où il y aura également des associations. Voilà, normalement, je crois que le programme est paru, le programme de décembre va paraître sous peu. Voilà, vous allez le découvrir. Nous avons fait au mieux.
Voilà. Concernant la patinoire écologique, puisque c'était une de vos demandes également, cette patinoire, elle était normalement, donc oui, pour reprendre le Saucé, capitale de la culture, en fait, ces chalets, on a pu les prendre sur ce budget-là. Pourquoi? Parce que c'était des chalets où il y avait des produits de bouche et de terroir. On restait dans tout cet aspect culturel. Par contre, étant donné que la patinoire tombait dans le budget festivité, il y avait les commerçants qui donnaient une participation de 500 €. Et donc, il y avait la part des commerçants de 5 000 €. La patinoire revenait à 9 000 €. Et avec cette participation, elle ne revenait plus à la commune qu'à 4 000 €. Voilà. Tout cela est reporté pour l'année prochaine. J'espère avoir répondu. Voilà, on a annulé donc ces festivités. Ce qui a été annulé a été reporté à l'année prochaine. Ce qui pourra être maintenu le sera. Vous pourrez suivre toujours via le site internet et via le Facebook de la mairie les différentes informations sur les prochains événements. Vous avez annoncé dans le côtier que vous allez lancer un audit financier. Nous ne l'avons pas vu dans les décisions du maire, nous l'avions nous-mêmes envisagé en début d'année, mais y avions renoncé vu le coût et suite à nos échanges avec la Chambre régionale des comptes. Pouvez-vous confirmer avoir lancé cet audit? À quel organisme et pour quel montant? Alors là, une nouvelle fois, excusez-moi, mais je tombe un petit peu dénu, pour la bonne et simple raison qu'en fait, le fameux audit que vous dites ne pas avoir lancé, ben vous l'avez lancé, vous avez envoyé un bon signé à la société CIREC, voilà. Donc pour info, notre audit est mené par la société CIREC, et vous aviez lancé un diagnostic de ressources de territoire par Ecofinance pour un montant de 7 500 €. Donc attention aussi quand vous posez des questions à avoir les bons souvenirs de ce que vous aviez fait. Pour notre part, donc c'est une société privée qui va intervenir et qui va nous facturer, si je ne dis pas de bêtises, Stéphane là-dessus, 12 000 € donc sur des devis que nous avons négociés. Et bien sûr, dans le cadre de la commande publique, nous avions comparé avec d'autres organismes afin d'obtenir le meilleur devis. Et je pense même d'ailleurs pouvoir une nouvelle fois féliciter Stéphane, puisque ce que Stéphane a fait, c'est qu'il a pris le meilleur prestataire et lui a demandé de s'aligner sur le plus petit prix. Donc on a eu le meilleur et le moins cher. Donc ça c'était quand même intéressant. Vous prendrez connaissance de cet audit financier, ne vous inquiétez pas. Je ne manquerai pas de vous le présenter soit au vœu, soit un petit peu après, en fonction de la date à laquelle M. Chamblot sera en capacité de nous le rendre. Et ne vous inquiétez pas, vu ce qu'on a trouvé, on va en reparler et il y aura de quoi discuter sur le sujet. Je vais laisser la parole à Stéphane parce qu'apparemment il veut en parler. Non, je veux juste revenir, effectivement, je suis content que vous soyez soucieux de la dépense des deniers publics. C'est normal et je vous en remercie. Pour en revenir à 2019, votre sollicitation auprès d'un cabinet Ecofinance que M. le maire a cité, on aurait, et personnellement j'aurais souhaité que vous ayez ce même souci de la dépense publique, puisqu'a priori, bien qu'ayant contracté en 2019, vous n'avez à ce jour remis toujours aucun élément, ce qui fait que le cabinet Ecofinance ne peut rendre aucun résultat sur une étude qu'il aurait tenté de faire. Il avait été payé par contre. Par contre, ça a été payé, mais du coup, il n'est en possession d'aucun élément. Merci. Merci Stéphane pour ces précisions. On va passer au point numéro 5. Lors de la réunion publique du 1er septembre 2020, vous avez acté des modifications apportées au dossier du permis de construire déposé pour la résidence de tourisme de la ville Jules Moulet. Il était notamment envisagé la création d'un local pour les associations. Vous avez indiqué lors de cette réunion que vous aviez examiné la faisabilité réglementaire et technique. Qu'en est-il? Alors là, par contre, je suis ravi que vous me posiez cette question parce que je vais profiter aussi d'être devant les Sociétois pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé sur cette réunion du 1er septembre. On a récupéré donc, le dossier de Jules Moulet que vous connaissez certainement en tant que membre de l'ancienne majorité, avec effectivement cette notion, vous en parliez tout à l'heure, du fait que Vinci nous avait déjà versé pas mal d'argent et que si on revenait sur le contrat, ça risquait de nous coûter très très cher.
Par rapport à ça, on s'est mis autour de la table et on a essayé de créer la consultation entre les riverains et Vinci, de manière à ce que les riverains expriment de manière concrète leurs inquiétudes et qu'on fasse en sorte que Vinci réponde à ces inquiétudes et en fait de créer une relation et d'essayer de faire avancer ce projet qui était au point mort et qui pourtant est très extrêmement inquiétant. Je rappelle pour ceux qui l'ignoraient qu'un triple départ d'incendie s'est produit la semaine dernière au niveau des bâtiments de Jules Moulet et que, je cite donc M. Pérez, le lieutenant des pompiers, si on était arrivé 3 minutes plus tard, ça montait dans les arbres et là je te dis pas. Donc il n'a pas dit tant mieux, mais c'est quand même toujours une source en termes de sécurité, d'inquiétude pour les élus. Il y a eu, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savent, pendant l'été, plusieurs squatteurs qui ont investi les lieux et qu'on a dû déloger au fur et à mesure. Ça a été une vraie source d'inquiétude pour nous et par rapport à ça, on a décidé de se mettre en action avec Mme Savy qui, sur ce dossier, a fait des efforts colossaux. Par rapport à ce rapprochement qu'on a fait entre Vinci et les riverains, Vinci s'est proposé de venir et de faire la présentation des modifications qu'ils avaient faites. Et au départ, on a organisé cette réunion entre les riverains et Vinci. Et en fait, la veille ou l'avant-veille, on s'est rendu compte qu'on était idiots et qu'il fallait ouvrir cette réunion à un maximum de gens possible, parce qu'en fait, ce que les riverains et Vinci allaient se dire, l'ensemble des sociétés étaient capables de l'entendre et il n'y avait pas de raison de faire une réunion privative. Ce qui fait que seulement 24 heures avant le début de la réunion, on a annoncé cette réunion et elle a eu l'air d'être un petit peu sortie du chapeau ou un petit peu faite en catimini. Sur ce point, je voudrais être très clair. Les dernières phases de négociation sont en cours entre le service urbanisme, les deux riverains restants qui demandent une conciliation avec Vinci. Donc ça avance, on va pouvoir faire avancer ce dossier. Et je m'engage aujourd'hui qu'une fois que ce dossier sera clôturé, nous referons une communication et nous referons une réunion publique pour présenter, entre guillemets, une bonne fois pour toutes, le projet final de Vinci et refaire tout l'historique de cette résidence de tourisme et bien expliquer aux sociétois exactement ce qui s'est passé, quand les modifications du PLU ont été faites, par qui elles ont été demandées et quelle volonté il y a eu derrière tout ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne va pas s'en cacher, nous au départ on n'est pas extrêmement favorable au projet. Sauf que l'état dans lequel vous nous transmettez ce dossier nous oblige à aller au bout aussi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais ça sera l'objet d'une réunion publique et je veux vous rassurer sur ce point de Jules Moulet. Nous donnerons encore plus d'informations que celles qui ont été données et nous referons une communication parce que nous sommes conscients, pour les sociétois, que cette réunion du 1er septembre n'a pas été optimale et du coup on en refera une le plus rapidement possible pour que tous les sociétois puissent avoir accès aux informations puisque c'est cette transparence-là que nous prônons. Dernière question de votre part concernant le projet de pôle de vie sur la parcelle AL49 en entrée de ville. Ce projet a été élaboré suite à une consultation des sociétois et a été présenté aux commerçants et à la population qui s'y sont montrés favorables. J'adore cette phrase. Quelle est la position de la mairie à ce jour sur ce projet ? Donc la position que nous avons là-dessus est toujours la même, c'est que nous contestons le fait que ce projet est un projet qui a été fait via une consultation, puisque la consultation a été faite bien avant, et le projet n'a jamais été présenté au moment de la consultation. Donc c'est un peu trop facile de demander aux sociétois s'ils veulent des commerces et après leur imposer un centre commercial. C'était peut-être pas ce qu'ils avaient en tête quand ils répondaient au questionnaire. Ça c'est une première chose. Mais au-delà de ça, nous, le constat qu'on fait, et c'est le même que fait l'AMI, c'est le même que fait la Chambre de commerce, ils sont venus nous présenter les rapports et on sera en capacité, si vous souhaitez, de les partager avec vous. Ils considèrent ce que vous appelez le pôle de vie, ce que j'appelle le centre commercial, qu'on peut appeler un petit peu comme on veut, comme un véritable danger pour le commerce local de centre-ville sociétaux. Je ne serai pas le fossoyeur des commerçants de centre-ville. Les commerçants vivent déjà des moments extrêmement difficiles en ce moment. Déplacer le barycentre commercial de la ville et le mettre en entrée de ville, c'est se retrouver avec des centres-villes fantômes. Vous avez des exemples, allez à Châteauneuf, vous verrez le nombre de boutiques qu'il y a en centre-ville. Allez en Suède, vous verrez le faible nombre de boutiques qu'il y a en centre-ville. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que vraiment on veut que les gens aillent faire leurs courses à l'écart de la ville? Ou est-ce qu'au contraire, on veut que Saussay reste un village et un village avec un centre-ville et un cœur qui bat et une âme, tout simplement, j'ai presque envie de le dire. Donc par rapport à ça, nous sommes toujours contre le projet et je vous informe que le projet a déjà reçu, si je ne dis pas de bêtises, je dis 4 avis défavorables d'organismes de l'État. Donc il semblerait qu'on ne soit pas les seuls à trouver que ce projet est aberrant et nous sommes en train, avec le service urbanisme,
de faire en sorte de voir si ce permis de construire peut être validé, sachant que la vente est indexée par le permis de construire. Si le permis de construire n'est pas validé, l'acheteur devra se retirer de cette parcelle. Je rappelle quand même à toutes fins utiles, parce que c'est une question qui est revenue plusieurs fois, que je n'ai absolument rien contre la personne qui porte ce projet. Ce n'est pas personnel, j'ai rien contre ce projet, enfin, nous n'avons rien contre ce projet. Nous estimons juste politiquement que c'est une mauvaise idée à Sauce-les-Pins de déplacer le centre, les équipements commerciaux en périphérie et nous ne souhaitons pas avancer sur ce cadre-là. Une réflexion, par contre, pourra être ouverte sur l'éventuelle création d'une zone artisanale ou d'un lieu, d'un espace de coworking ou des choses comme ça. Par contre, du commercial en périphérie de la ville, c'est la mort de nos commerces et ça, c'est hors de question que ça soit fait par nos soins. Voilà, je vous laisse reprendre, je crois que c'était le point numéro 2 sur lequel vous souhaitiez intervenir, sur la carence de logements sociaux. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'il y a un CMS qui a été signé en 2015 ou en 2014 sous la contrainte, c'est exact. Et nous nous sommes attachés à travailler en concertation avec le sous-préfet, c'est une des premières actions que nous avons menées pour essayer de diminuer justement les pénalités de carence. Et nous avons toujours travaillé en très bonne entente avec la sous-préfecture et avec la DDTM. Toujours, peut-être pas si en 2014 ils vous ont tordu le bras, c'est que c'était pas... Moi je parle des années 2017 jusqu'à maintenant. Et c'est lorsque nous avons pu avoir, moi notamment, travailler là-dessus. On a travaillé, je voudrais rappeler qu'on a travaillé en collaboration étroite avec ces deux services, qu'on a réussi justement par cette collaboration à avancer et à diminuer un petit peu les pénalités dans le contexte réglementaire tel qu'il était et dans la pression que vous connaissez du DDTM et du chargé de mission du ministère, parce que ça aussi, cette pression-là, elle joue sur le DDTM puisque je crois que c'est un sujet que vous connaissez extrêmement bien, vous y avez travaillé, je ne dis pas je connais bien les structures aussi, et je sais la pression qui a été portée sur le DDTM en personne. Donc je vois que vous continuez de travailler dans la même logique que nous. On espère, on verra comment on va être sûr, et vous savez aussi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai eu l'occasion d'affirmer très fermement et très fortement en réunion. 800 logements sociaux, c'est un projet d'aménagement du territoire. C'est pas une augmentation de logement, c'est. Vous voyez, on est d'accord. C'est pas tous les jours, mais là, opposé très fermement à cette logique-là. Je vous recoupe par rapport à ça, Madame Campana. J'aurais vraiment besoin d'un éclaircissement. Quand vous écrivez dans cette question, nous avons eu l'information qu'elle serait très fortement augmentée en 2021. Oui, j'ai eu je ne rentre pas dans ta rôle d'acteur. Nous, on n'a aucune info. Comment vous pouvez avoir des infos que nous, on n'a pas en fait? Écoutez, je ne sais pas. Moi, j'ai eu entre les mains un projet d'arrêté préfectoral. Et je suis étonnée que vous ne l'ayez pas vu. On n'a absolument pas vu. Je vous dis, je vous viendrai prendre connaissance du courrier avec plaisir. Il date du 23 novembre, donc ça m'étonnerait quand même qu'en 7 jours, M. le Préfet ait décidé de nous assassiner sans nous prévenir. Moi, il y a eu une réunion le 2 novembre, si je ne me trompe pas. Oui. Bah, après, comme vous le dites, c'est peut-être un projet. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est par rapport à ça. J'ai vu passer le projet de courrier, j'ai vu passer le PowerPoint de la DDTM. Et voilà, moi ça m'a énormément inquiété sur le plan financier notamment. C'est pour ça que j'ai tenu à vous poser la question. Donc si c'est un projet qui pour le moment n'est pas suivi des faits, écoutez, nous avons écrit qui souhaitent nous voir, on a mis en place. C'était extrêmement grave de passer à 200%. Et vous parlez de coercition et de menaces, effectivement, et de contraintes. Et effectivement, c'était... nous n'avons pas travaillé comme ça. Est-ce que je voudrais aussi... Alors, concernant l'audit financier, M. Levenspuy n'est pas là. C'est lui qui a suivi ces affaires-là. M. Levenspuy est toujours la bienvenue. Non, mais écoutez, donc là, moi, je ne peux pas réagir là-dessus. Simplement, je souhaite que M. Levenspuy vienne revoir M. de Trémouille. Avec plaisir, il est toujours la bienvenue. Pour s'en expliquer, et je souhaiterais que, après, on verra la suite, ce qu'on pourra faire pour donner une information sur ce que nous avons fait, ce que vous avez fait. Je tiens à ce ceci qui soit fait. Concernant Jules Moulet, donc effectivement, c'est vrai que c'est un terrain qui est en friche et sur lequel il est effectivement urgent de faire des aménagements, on est bien d'accord
chantier pour des raisons que vous connaissez bien, notamment des raisons financières et des raisons de développement touristique associées sur ce projet, sachant qu'effectivement, lorsque nous sommes arrivés, le PLUI était très avancé, qu'on n'a pas pu faire le PADD, le plan d'aménagement et développement durable, avait déjà été acté en 2016. Il avait déjà confié cette vocation-là à ce terrain, et dans la mesure où le PADD avait été voté, on n'allait pas y revenir, et ça nous permettait aussi de dégager la trésorerie dont on va avoir besoin et dont on a besoin, puisque vous savez bien qu'on a un gros problème là-dessus. En ce qui concerne le permis, donc je crois que le permis a été signé le 10 septembre. C'est ça, mais on est encore en train de traiter les recours. Voilà, tout à fait, puisqu'il y avait un délai, et donc moi je considère que c'est un très beau projet. Maintenant on n'est pas forcément d'accord, c'est un peu la règle du jeu, mais je pense que c'est un beau projet d'aménagement, c'est un beau projet de développement touristique pour la commune. Lors de la réunion, vous avez parlé d'une salle pour les associations. C'était un projet, c'était ce qui avait été demandé. Vous avez dit que vous alliez en regarder. Là-dessus, on est encore en train de finir tous les recours. Le projet sera définitif. Moi, ce que j'ai vu, engage, on fera une présentation là-dessus, globale, transparente, avec tous les éléments. Non, mais est-ce que cette salle d'association, vous allez ça fait partie encore de la négociation, donc je ne peux pas vous répondre. Non, parce que moi, j'ai regardé, j'ai vu dans le PLUI. Le permis est consultable, non, mais je parle de la salle des associations, puisque la réunion a eu lieu Madame Campana. Oui, mais je viens de voir. Parce que le PLUI prévoit, dit que les équipements d'intérêt collectif et les services publics sont interdits sur la zone UT1. Donc, écoutez, je vais voir. Voilà. Je viendrai vous rencontrer pour que vous m'expliquiez tout ça. Petite précision, le PLUI a été voté le 19 décembre 2019, donc il n'était pas du tout voté au stade où on a dit la promesse. Mais me semble-t-il, on a décoré la commune qui demandait le passage en zone UT2. Mais en zone UT, oui, mais c'était constant. Ah non, c'est monsieur Chef qui a écrit. Justement, Attends, on va te donner le micro, on peut peut-être en faire la caméra et la lumière. Oui, non, mais c'est bien. Lorsque j'entends dire que vous n'avez pas participé à l'évolution du PLUI et à ce changement de zonage, parce qu'il faut quand même savoir qu'autour de cette parcelle-là a été découpé un zonage rendant impossible toute construction d'habitation et ne laissant à ce zonage que le droit de faire du tourisme. Et donc empêchant aussi sur cette parcelle-là de faire un équipement public. Donc pourquoi vous me demandez aujourd'hui, pourquoi vous demandez à M. le maire aujourd'hui si on a fait un local associatif? Parce que cela a été dit lors de la Ça a été réunion évoqué à la publique, réunion. c'était un élément de discussion avec les riverains, Si vous vous renseignez bien, vous verrez ce que les riverains, finalement, ont voulu faire de ce vœu qui était un vœu initial pour contester le projet de la commune, mais qui en réalité, quand on leur a salué sur ce projet-là, ils ont dit « Ah non, finalement, il y a l'air d'aller dans notre rue, et finalement, on ne le veut pas, hein, c'est effectivement associatif. » De toute façon, le zonage UT ne pouvait pas nous donner le droit de faire cet équipement. D'accord. En tout cas, venez à la mairie, venez à l'urbanisme, vous connaissez très bien le lieu, le permis est consultable, plein de gens sont constatés. Voilà. Bon, il y a des modifications en cours qui sont d'ailleurs au gré et au souhait des riverains qui ont donné lieu justement uniquement 2 recours, alors qu'à l'heure on partait sur 40 opposants, 2 recours qui mettent en avant que des règles d'ensoleillement qui n'ont absolument rien à voir avec l'urbanisme et qui, je peux vous dire, ces recours-là, donc on fait que le permis est purgé aujourd'hui. D'accord, mais c'est très bien, parce que je sais qu'effectivement, il y a des modifications, elles seront intervenues après, sur un permis modificatif. Donc je regarderai le permis modificatif. Voilà. Donc moi je rebondissais sur la création du local, parce que ça avait été dit et acté lors de la réunion. Je voulais simplement savoir ce qui avait été fait. Et effectivement, c'est pas nous qui avons demandé de faire le terrain, en tout cas, c'est pas moi en tout cas. Donc c'est quelque chose qu'on a trouvé quand on est arrivé. Donc merci pour ces questions-réponses. N'hésitez pas donc à signaler à M. Lévescu qu'il est le bienvenu pour qu'on lui fournisse une copie de l'audit financier avec grand plaisir. Je vous remercie à tous d'être venus, je vous remercie au public de s'être déplacé. Je lève la séance. Bonne soirée à tous.